C'était le 13 juillet 1966, une nuit chaude et étouffante à Chicago. Les fenêtres du petit appartement de l'avenue East 100th Street étaient ouvertes dans une vaine tentative de laisser entrer le vent, mais l'air semblait immobile, dense, presque trop lourd pour être respiré. À l'intérieur, 8 jeunes infirmières, dévouées et pleines de rêves, discutaient de leur journée de travail, riaient, faisaient des projets simples. Un dîner le week-end, un film, peut-être une visite à leur famille. Elles ne savaient même pas qu'à l'extérieur, quelqu'un les observait. Un homme marchait dans la rue d'un pas incertain, le regard vide et les pensées rongées par la colère. Il s'appelait Richard Speck, 24 ans. Ancien marine, alcoolique, sans emploi et avec un passé violent, il portait un couteau dans sa poche et dans son cœur un vide qui semblait sans fond. Pour lui, le monde était un ennemi. Et cette nuit-là, il décida de faire sentir au monde la douleur qui le consumait. Tandis que les lumières s'éteignaient dans l'appartement, Speck montait les escaliers en silence. Le son de ses pas était léger, mais déterminé. Chaque marche ressemblait au battement d'un cœur sur le point de s'arrêter. Il n'avait pas de plan, seulement une impulsion. Et cette impulsion le guidait directement vers la porte numéro 2319, là où 8 vies reposaient, convaincus que la nuit se terminerait comme tant d'autres. La clé tourna, la poignée bougea. Un déclic brisa le silence. L'instant d'après, la tranquillité fut remplacée par une terreur invisible. L'une des infirmières se réveilla en voyant l'ombre d'un grand homme debout devant elle. Dans la faible lueur de la lampe, elle vit le reflet du métal. Speck ne dit pas grand-chose. Il ordonna simplement à toutes de se réunir dans le salon. Sa voix était bien trop calme, bien trop froide. Dehors, Chicago dormait en paix. Dedans, commençait une nuit qui entrerait dans l'histoire comme l'un des crimes les plus brutaux du XXe siècle. L'arrivée du monstre Richard Speck semblait mal à l'aise dans son propre corps. Ses pas chancelants, son regard fixe et sa respiration irrégulière trahissaient quelqu'un en guerre avec le monde et surtout avec lui-même. Né dans l'État de l'Illinois, Speck avait eu une enfance marquée par l'absence et la colère. Son père était mort jeune, et sa mère, acculée par la pauvreté, s'était remariée avec un homme violent. C'est là que le garçon apprit, de la pire des manières, ce qu'était la peur et le silence. Peu à peu, ce garçon silencieux se transforma en un jeune homme à problème. Il commença à boire à 13 ans. À 15 ans, il collectionnait déjà les démêlés avec la police pour de petits vols, des bagarres, des menaces. Personne n'imaginait ce qu'il était sur le point de devenir. En 1966, après avoir été renvoyé de la marine et abandonné par sa femme, Speck errait dans les rues de Chicago comme une ombre. C'était un homme à la dérive, sans but et avec une haine latente, prête à exploser. Cette nuit-là, l'alcool et le désespoir se mélangèrent en un cocktail fatal. Et ce qui avait commencé comme de la frustration se mua en quelque chose de monstrueux. Le visage en sueur et les yeux rouges, Speck entra dans l'immeuble où vivaient les infirmières. L'endroit était simple, un petit dortoir utilisé par les professionnels du South Chicago Community Hospital. Il ne savait pas exactement ce qu'il allait faire, il voulait juste voler, peut-être intimider quelqu'un. Mais quand il vit les jeunes femmes à l'intérieur, quelque chose de sombre s'alluma en lui. Il s'introduisit dans l'appartement sans faire de bruit. Les premières à le voir se figèrent. Son expression était froide, presque absente. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une haine qui n'avait pas besoin de mots. D'un geste rapide, il leva son couteau et ordonna « Restez tranquille. Personne ne sera blessé si vous faites ce que je dis. » Le ton était calme, presque cordial, mais le mensonge transparaissait dans sa manière de respirer, haletante, irrégulière, maîtrisant sa propre fureur avec effort. Une des infirmières tenta de parler, et il s'approcha d'un bond, pressant la lame contre son cou. Le silence envahit la pièce. Speck leur ordonna de s'asseoir par terre. Ligotées avec des bandes de draps improvisées, une par une, elles obéirent, sous le choc. L'horloge indiquait un peu plus de minuit. Dehors, le bruit lointain des trains se mêlait aux sanglots étouffés à l'intérieur de la chambre. Peu à peu, il commença à les appeler individuellement dans la chambre d'à côté. Personne ne savait ce qui se passait là-dedans. On n'entendait que le bruit de la porte qui se fermait, et après de longues minutes, le même homme qui revenait seul. La terreur s'installait, mais la panique était encore contenue. Elle voulait croire qu'il les libérerait. Mais Speck devenait de plus en plus calme, et c'était là le plus effrayant. Sa sérénité, après chaque retour, contrastait avec l'agitation intérieure des infirmières. C'était comme si chaque crime le rendait plus à l'aise, plus confiant, plus éloigné de l'humanité. L'une d'elles essaya de prier en silence. Une autre, les larmes coulant sur son visage, répétait le nom de sa mère, Corazon Amurao,
L'infirmière philippine observait tout en silence, essayant de comprendre le schéma, les gestes, les intervalles entre ses allées et venues. Chaque fois qu'il en emmenait une, il revenait avec un regard plus froid. L'horloge tournait. La nuit semblait infinie. Speck continuait son rituel sombre, une séquence de gestes mécaniques, sans hâte, sans hésitation. Dehors, personne n'entendait rien. Les rues de Chicago dormaient sous la chaleur suffocante, tandis que dans ce petit appartement, 8 vies étaient marquées par la peur. Corazon réalisa quelle serait la prochaine. Quand il la désigna, son cœur faillit s'arrêter. Mais au moment où il se tourna dans une autre direction, elle vit une opportunité et se jeta sous un lit, se recroquevillant autant qu'elle le pouvait. Le drap tombé au sol devint son bouclier. De là, elle vit ses pieds faire les 100 pas, entendit sa voix traînante donner des ordres, le grincement du lit, le bruit d'un corps qu'on traînait, puis le silence. Un silence absolu. Elle resta là, immobile, pendant des heures. La peur était telle que son corps tremblait de manière incontrôlable. Elle priait à voix basse, demandant à Dieu qu'il ne regarde pas sous le lit. Le temps se distordait. Chaque minute semblait une éternité. Quand Speck sortit enfin, le bruit de la porte se refermant fut le seul signe que l'enfer était peut-être terminé. Mais Corazon n'était pas sûr qu'il reviendrait. Elle resta donc là, dans le noir, respirant lentement, attendant l'aube d'un monde qui ne serait plus jamais le même. La terreur entre 4 murs. Il était presque 2 heures du matin quand le silence devint insupportable. L'air à l'intérieur de ce petit appartement était dense, lourd, presque solide. La chaleur de l'été se mêlait à la peur, et la peur avait une odeur aigre-douce de sueur et de désespoir. Corazon Amurao, sous le lit, entendait chaque son comme si son propre cœur s'était transformé en tambour. Le sol froid collait à sa peau, et son corps tout entier tremblait. Elle savait que si elle respirait trop fort, elle serait découverte. Et à ce moment-là, le son le plus innocent pouvait signifier la mort. Richard Speck se déplaçait dans l'appartement à pas lents, comme quelqu'un qui fait l'inventaire de son propre chaos. Chaque fois qu'il sortait d'une chambre, sa respiration semblait plus maîtrisée, plus régulière, comme si la violence l'apaisait. C'était le contraire de ce que l'on attendrait d'un être humain. Il ne semblait pas furieux, il semblait en paix, et cela le rendait encore plus dangereux. Les infirmières restantes tentaient de ne pas faire de bruit. Certaines priaient en silence, d'autres fixaient le sol, comme si elles pouvaient disparaître. L'une d'elles, dans un murmure à peine perceptible, demanda « Pourquoi faites-vous ça ?» Speck ne répondit pas. Il la regarda simplement, d'un regard vide, celui de quelqu'un qui ne voyait plus des visages, mais seulement des ombres. Puis il désigna la chambre et fit un geste avec son couteau. Personne d'autre ne posa de questions. Le temps semblait se dissoudre. Dehors, un train passa, déchirant le silence de la nuit. Un instant, le son métallique parut apporter un soulagement, un rappel que le monde existait encore au-delà de ces murs. Mais quand le bruit disparut, la réalité revint avec plus de force. Speck continuait son rituel morbide, emmenant chaque victime dans la chambre, une par une, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'obscurité et le bruit lointain de ses pas. Corazon, toujours sous le lit, serrait ses mains contre sa bouche pour ne pas crier. Elle sentait des fourmillements dans son corps, ses muscles tétanisés par la tension. À chaque bruit, son cœur se serrait, s'attendant à être découverte. Elle savait que, si elle survivait, elle devrait porter cela pour toujours. À un certain moment, elle entendit la porte de la chambre s'ouvrir à nouveau. La lumière du couloir se projeta sous le lit, et elle vit ses pieds nus s'approcher. Ils s'arrêtèrent à moins d'1 mètre d'elle. Une seconde, elle crut qu'il l'avait vue. Mais Speck prit juste une profonde inspiration et, avec un lourd soupir, se retourna et partit. La porte claqua doucement derrière lui. Corazon resta là, immobile. Le temps n'existait plus. Peut-être furent-ce des minutes, peut-être des heures. Le silence absolu n'était rompu que par un son lointain, peut-être le vent, peut-être la faim. Lorsque le premier rayon de soleil traversa la fenêtre, elle ouvrit les yeux et réalisa qu'elle était en vie. Son corps était endolori, sa gorge était sèche, ses larmes avaient séché sur sa peau. Avec des mouvements lents, elle se traîna hors de sa cachette. Ce qu'elle découvrit était une chose qu'aucune âme ne devrait jamais voir. L'appartement, autrefois rempli de voix, était maintenant un tombeau silencieux. Les rideaux flottaient légèrement et les draps étaient éparpillés sur le sol comme les vestiges d'une tempête. Corazon ne pouvait pas regarder directement ce qui restait de ses amis. Chaque recoin ravivait un souvenir, un rire, une présence qui avait été effacée en quelques heures. Elle sortit en trébuchant, toujours en état de choc, descendant les escaliers, le corps faible et l'esprit en plein déni. Dehors, la ville s'éveillait tranquillement.
Le soleil se levait sur Chicago comme n'importe quel autre jour, mais pour elle, le monde s'était arrêté. Corazon courut jusqu'à un immeuble voisin, frappant à une porte avec ses mains ensanglantées. Un couple ouvrit et, en voyant son état, appela immédiatement la police. Le premier agent arrivé sur les lieux n'oublia jamais ce qu'il vit. « C'est la pire scène que j'ai jamais vue de toute ma carrière », dirait-il plus tard. L'affaire fit la une des journaux dans tout le pays. 8 infirmières assassinées à Chicago. La phrase semblait impossible. L'image de la jeune Philippine, fragile et traumatisée, devint le symbole d'une survivante improbable, et son courage lança la plus grande chasse à l'homme que la ville ait jamais connue. Pendant ce temps, Richard Speck marchait dans les rues, essayant de disparaître dans les ruelles et les bars d'un quartier quelconque. Le monstre qui avait laissé une traînée d'horreur errait maintenant comme un homme ordinaire, anonyme, au milieu de la foule. Mais il ne savait pas que sa seule victime vivante serait aussi sa perte, la survivante et la traque. Quand l'aube imposa enfin son silence, l'appartement 2319 de la East 100th Street était plongé dans une horreur indescriptible. L'air semblait lourd, saturé de sang et de peur. Pourtant, au milieu de ce massacre, une étincelle de vie résistait. Corazon Amurao, l'une des jeunes infirmières philippines, restait cachée sous un lit immobile, tentant de retenir sa propre respiration. Pendant des heures, elle avait entendu les cris de ses amis, le son sec des coups, le grincement des pas de Speck. Et puis, seulement le silence. Corazon attendit le lever du jour. Quand le soleil commença à percer à travers les fentes des rideaux, elle sortit enfin de sa cachette. Le sol était couvert de corps et d'ombres. Elle dévala les escaliers, désespérée, pieds nus, jusqu'à frapper à la porte d'un voisin, implorant de l'aide. Ses mots sortaient à peine, entre les sanglots et la panique, mais ils suffirent à mobiliser la police. Elle était l'unique témoin vivant. La scène que les enquêteurs découvrirent était inimaginable. 8 femmes, ligotées, brutalisées, figées dans un silence éternel. Les victimes avaient entre 20 et 25 ans, des étudiantes en soins infirmiers venues des Philippines pour travailler aux États-Unis. Le crime semblait l'œuvre d'un démon, et d'une certaine manière, il l'était. La description donnée par Corazon fut précise. Un homme grand, tatoué, sentant l'alcool et aux yeux froids. Elle dit qu'il semblait agir avec calme, presque comme s'il suivait un rituel. C'est à partir de là que commença la plus grande chasse à l'homme de l'histoire de Chicago jusqu'alors. La presse diffusa le portrait robot dans tout le pays, et en quelques heures, le nom de Richard Speck se mit à résonner comme un synonyme de terreur. Mais Speck n'était pas loin. Quelques jours plus tard, il fut retrouvé dans une chambre d'hôtel miteuse, couvert de son propre sang. Il avait tenté de se suicider en se tailladant les veines, mais avait échoué. Le réceptionniste, en voyant les tatouages décrits aux informations « Born to Raise Hell », né pour déchaîner l'enfer, comprit qui il était et appela la police. Lors de son arrestation, Speck ne montra aucun remords. Son expression restait vide, froide, presque infantile. Il ne semblait pas comprendre l'ampleur de ce qu'il avait fait. Pendant l'interrogatoire, les détectives le réalisèrent. Il n'était pas seulement un assassin, il était quelqu'un qui se nourrissait du chaos, qui prenait plaisir à détruire la pureté de ses victimes. Tandis que Chicago tentait de se remettre du traumatisme, Corazon Amurao devint le symbole du courage et de la survie. Elle affronta Speck au tribunal, regarda droit dans les yeux l'homme qui lui avait tout pris et l'identifia sans hésiter. La ville l'acclama. À chaque témoignage, l'affaire prenait des contours encore plus sombres. La question qui flottait dans l'air n'était pas seulement de savoir comment il avait pu tuer 8 femmes en une seule nuit, mais pourquoi. Le procès, qui allait bientôt devenir un spectacle médiatique, révélerait les couches les plus troublantes de l'esprit de Richard Speck, un homme qui transforma une nuit ordinaire en symbole du mal absolu. Ce n'était que le début d'une histoire qui laisserait des cicatrices profondes en Amérique et redéfinirait la peur d'être seul, même chez soi. L'arrestation et le procès. Après son arrestation, Richard Speck devint instantanément l'homme le plus recherché et le plus haï des États-Unis. Sa capture ne mit pas seulement fin à une nuit de terreur, mais ouvrit aussi un chapitre profond sur la psychologie d'un assassin. Speck, encore couvert de sang, ne semblait pas saisir la dimension de ses actes. Lors des entretiens préliminaires, il resta calme, souriant parfois de manière dérangeante. Le monde voyait un monstre, mais pour lui, ce n'était qu'une journée de plus consumée par la rage et le vide. Le procès s'ouvrit quelques mois plus tard à Chicago, entouré d'une intense couverture médiatique. Corazon Amurao, l'unique survivante, fut appelée à témoigner. Son récit, détaillé et précis, plongea le tribunal dans un silence absolu. Elle décrivit chaque détail,
La manière dont Speck était entrée, les ordres donnés, la froideur de son regard, et comment elle avait réussi à se cacher sous le lit, sentant le poids de la terreur et de la mort autour d'elle. En entendant ce témoignage, le public et la presse furent bouleversés par le courage de la jeune femme. Corazon n'avait pas seulement survécu, elle était devenue la voix des 8 victimes qui ne pourraient jamais raconter leur histoire. Son courage permit à la justice de commencer son œuvre. Pendant le procès, les psychologues décrivirent Speck comme un sociopathe aux tendances narcissiques, incapable d'empathie. Il n'exprimait aucun remords et sa froideur était terrifiante. Les avocats de la défense tentèrent de plaider la folie temporaire, due à l'alcoolisme et à des troubles mentaux, mais la description méticuleuse de ses actes et le témoignage vivant rendirent cette ligne de défense presque impossible à soutenir. Au fil des jours du procès, chaque détail révélé accentuait l'horreur collective. La presse ne soulignait pas seulement le nombre de victimes, mais aussi l'audace et la cruauté de Speck. La ville de Chicago ne se sentait en sécurité que parce qu'il était derrière les barreaux. Finalement, le jury déclara Richard Speck coupable de meurtre au premier degré. Il fut d'abord condamné à la peine de mort, mais des années plus tard, la sentence fut commuée en prison à perpétuité. Pour beaucoup, cette condamnation semblait insuffisante face à l'horreur qu'il avait causée, mais c'était la seule justice possible au sein du système légal. Durant toute sa peine, Speck resta une figure froide et introspective, manifestant rarement des regrets. Les lettres qu'il écrivait et les interviews occasionnelles révélaient à quelqu'un qui semblait distant de l'humanité ordinaire, prisonnier de son propre monde de haine et de vide. Corazon Amurao continua sa vie, portant des cicatrices émotionnelles, mais aussi la force de celle qui a survécu. Son courage devint un symbole de résistance, rappelant au monde que même dans les situations les plus sombres, la survie est possible. L'histoire de Richard Speck et des 8 infirmières assassinées n'est pas seulement une histoire de crime. C'est une histoire de peur, de résistance et de la complexité de l'esprit humain. Le procès révéla non seulement les faits, mais aussi la dimension psychologique d'un assassin qui changea à jamais la perception de la sécurité à Chicago. Même après son arrestation et sa condamnation, Richard Speck continuait de fasciner et d'horrifier le public. Chercheurs, journalistes et le système pénal lui-même étudiaient son comportement, tentant de comprendre ce qui avait transformé un homme ordinaire en un monstre capable d'ôter la vie à 8 jeunes femmes en une seule nuit. Les psychologues qui l'analysèrent décrivirent Speck comme un sociopathe extrême, sans empathie, dominé par la colère et des pulsions destructrices. Son enfance troublée, marquée par les abus et l'abandon, combinée à l'alcool et à la frustration personnelle, avait créé un esprit instable, vulnérable à la violence. Mais l'explication psychologique ne diminuait en rien l'horreur. Il avait partiellement planifié ses actes, observant ses victimes et exploitant leur vulnérabilité, faisant preuve d'une froideur et d'une maîtrise effrayante. L'impact de l'affaire sur la société américaine fut profond. Le nom de Richard Speck devint synonyme de terreur domestique. Les hôpitaux et les résidences étudiantes étudièrent de nouvelles mesures de sécurité. Les infirmières furent formées pour faire face à des situations à risque. L'idée de vulnérabilité à l'intérieur de son propre domicile, qui semblait auparavant impensable, devint réelle et présente. Culturellement, Speck n'inspira pas seulement la peur, mais aussi des réflexions sur l'échec de la société à identifier et à intervenir auprès des individus dangereux. Il montra que les monstres peuvent exister tout près, cachés derrière un sourire ou une vie en apparence ordinaire. Des films, des livres et des documentaires analysèrent son cas, transformant son crime en objet d'étude et de médiatisation, tout en rappelant constamment que les victimes étaient jeunes, rêveuses et pleines de vie, rendant le contraste avec la brutalité encore plus choquant. Pendant que Speck purgeait sa peine, l'unique survivante, Corazon Amurao, portait en elle les souvenirs de ses heures de terreur. Elle devint une voix de la résistance, montrant que le courage humain peut surgir même dans les situations les plus désespérées. Son expérience attira l'attention sur la nécessité de la sécurité et du soutien aux victimes de violences extrêmes, transformant son traumatisme en un instrument de sensibilisation. L'esprit de Speck continua d'être étudié pendant des décennies. Il ne montra jamais de repentir sincère, conservant la même froideur qu'il avait affichée le jour du crime. Pour les experts, il était le portrait de la psychopathie pure, quelqu'un d'incapable de ressentir du remords ou de l'empathie, vivant uniquement pour satisfaire des pulsions destructrices. L'héritage de Richard Speck ne réside pas seulement dans l'horreur qu'il a causée, mais dans l'impact durable qu'il a eu sur les lois, la sécurité
et la compréhension de l'esprit criminel. L'histoire des 8 infirmières assassinées est devenue un avertissement. Le mal peut se cacher à n'importe quel coin de rue, mais il existe aussi la force de la survie, représentée par le courage de ceux qui affrontent l'inimaginable et vivent pour raconter leur histoire. Aujourd'hui encore, Chicago se souvient de cette nuit. L'immeuble a été démoli, mais l'écho de la terreur demeure dans les pages de l'histoire criminelle, dans les livres de psychologie et dans la mémoire collective. Speck est mort en prison en 1991, mais les leçons de son crime continuent d'enseigner sur la frontière entre l'humain et le monstrueux, et sur le pouvoir du courage face à l'horreur absolue. Le temps a passé, mais le souvenir de cette nuit de juillet 1966 reste vivace. Pour Chicago, l'appartement 2319 n'était pas seulement un numéro, c'était un jalon de l'horreur. Ce qui s'y est passé ne pouvait être effacé. 8 jeunes infirmières, pleines de vie, de rêves et de projets, virent leurs histoires brutalement interrompues. Chaque détail de cette tragédie est devenu un sombre rappel que la violence peut se cacher dans des lieux en apparence sûrs et que la fragilité humaine est souvent une opportunité pour le mal de se manifester. Corazon Amurao, l'unique survivante, transforma son traumatisme en résistance. Son courage permit à la police d'agir, à Speck d'être capturé et jugé. Mais la douleur qu'elle portait ne disparut jamais totalement. Chaque souvenir, chaque détail de la nuit était un écho de ce qui avait été perdu. Pourtant, sa survie devint un symbole d'espoir, rappelant que même dans les moments les plus sombres, il y a ceux qui résistent, qui affrontent la peur et s'en sortent vivants. Richard Speck, quant à lui, passa le reste de sa vie derrière les barreaux. Pour lui, la prison ne fut pas une punition suffisante pour l'ampleur de ce qu'il avait fait, mais elle servit de rappel que la société tente toujours de maîtriser le mal, même de manière imparfaite. Psychologues, criminologues et journalistes continuèrent d'étudier son esprit, essayant de comprendre les motifs et les pulsions qui poussent quelqu'un à commettre des atrocités aussi extrêmes. Speck devint plus qu'un assassin, il devint une étude de cas, un avertissement, une figure qui personnifie la psychopathie extrême. L'affaire entraîna également des changements sociaux et institutionnels. Les hôpitaux, en particulier les résidences étudiantes, pour les professionnels de la santé, se mirent à revoir leurs protocoles de sécurité. La société commença à mieux comprendre le danger caché des inconnus et la nécessité de mesures préventives dans des environnements qui semblaient auparavant totalement sûrs. L'impact de Speck et de ses victimes ne se limita pas à la presse ou aux tribunaux. Il s'étendit à la vie quotidienne des gens ordinaires, modifiant la perception de la sécurité et de la vulnérabilité. Cependant, au-delà de la violence et de la peur, cette histoire est aussi une histoire d'humanité. Des survivantes comme Corazon montrent que, même face à la destruction, la vie peut persister. Elles enseignent que le courage et la résilience peuvent surgir dans les endroits les plus inattendus, que la justice, même imparfaite, peut être obtenue, et que la mémoire des victimes peut servir de force pour prévenir de futures horreurs. L'écho de cette nuit résonne encore. Les murs de l'appartement ont été démolis, mais l'histoire n'a pas disparu. Elle vit dans les pages des livres, dans les documentaires, dans les analyses de criminologie et surtout dans la conscience collective. Chaque détail, chaque geste, chaque vie interrompue sert d'avertissement. Le mal peut surgir soudainement, sans prévenir, mais le courage, la mémoire et la quête de justice peuvent devenir des armes puissantes contre l'obscurité. Richard Speck est mort en 1991, sans remords apparents, mais son héritage macabre demeure. Les infirmières qu'il a tuées n'ont pas pu continuer leur vie, mais leurs souvenirs et leurs histoires sont éternels. Corazon, la survivante, et la société qui a réagi à ce crime montrent que même face à l'horreur absolue, il est possible de résister, de reconstruire et de se souvenir. L'histoire de la nuit où 8 infirmières sont mortes n'est pas seulement une histoire de meurtre et de malveillance. C'est une histoire sur l'équilibre fragile entre la vie et la mort, entre le mal et le courage, entre la peur et la force humaine. C'est un rappel sombre, mais nécessaire, que l'histoire réelle n'a pas toujours de fins heureuses, mais qu'elle comporte toujours des leçons qui résonnent pour ceux qui sont prêts à écouter, à apprendre et à se souvenir. Et tandis que la ville de Chicago continue de vivre, le souvenir de cette nuit demeure silencieux et intense, nous rappelant que parfois, les monstres marchent parmi nous, mais le courage aussi.